Bonsoir à tous. On va commencer, désolé pour ce petit problème technique. Donc bienvenue à cette dernière séance de l'université permanente, en tout cas du cycle Histoire. Une dernière séance qui vient faire la transition avec le cycle de l'an prochain, puisque nous fermons aujourd'hui le premier volet de ce diptyque, voire de ce triptyque consacré à l'histoire du mouvement ouvrier, qui nous emmènera l'an prochain, on espère, jusqu'au seuil du XXe siècle. Et ce soir, on va continuer chronologiquement avec regarder un peu la transmission de l'expérience révolutionnaire au XIXe siècle. Et pour cela, on est très heureux de vous retrouver pour la fin de ce cycle. L'Université permanente accueille à l'espace Lumière avec le soutien de la Fondation Gabriel Péri et de la revue Actuelle Marx. Et là aussi, la transition est excellente puisque on a ici le co-directeur de la revue Actuelle Marx qui paraît au PUF, et donc Jean-Nicolas Duplanche, qui est maître de conférence en histoire contemporaine à l'université de Rouen. Et sa thèse, qu'il a soutenue en 2009, était consacrée aux transmissions et aux usages de la Révolution française en Allemagne et en Autriche de 1889 à 1934, apparue au PUR à Rennes et même en anglais récemment chez Briand. Et puis quelques lectures estivales également, puisqu'il vient de faire paraître Marx à la plage, le capital dans un transat aux éditions Duno. Il est également l'honneur avec l'auteur, avec Mohamed Faisal Touati, de Marx, Histoire de la Révolution, aux éditions La Vie Brûle. Et je lui laisse donc la parole à Jean-Nicolas Duplanche pour sa conférence qui est intitulée Passeurs de révolution, mémoire et transmission de l'expérience révolutionnaire au XIXe siècle. Bonsoir à toutes et à tous, donc merci pour l'invitation. Loin de là, regardant une fois encore vos enfants endormis, ces enfants dont ce jour allait faire la destinée, votre pensée grandit, embrassa les libres générations qui sortiraient de leur berceau et sentit dans cette journée tout le combat de l'avenir. Le monde entier connaissait, haïssait la Bastille. Bastille, tyrannie étaient, dans toutes les langues, deux mots synonymes. Toutes les nations, à la nouvelle de sa ruine, se crurent délivrées. C'est une citation de Michelet, à la veille de 1848, premier volume de son histoire sur la Révolution française. Messieurs, il a été joué à la Comédie Française une pièce évidemment dirigée contre la Révolution française. Assurément, on n'a pas osé faire ouvertement l'apologie de la monarchie contre la République. On a pris un détour, on s'est caché derrière Danton. Depuis 3 jours, tous nos monarchistes revendiquent à leur vie la succession de Danton. Il est temps d'en finir avec ces tartufferies indignes de cette assemblée. Messieurs, que nous le voulions ou non, que cela nous plaise ou que cela nous choque, la Révolution française est un bloc dont on ne peut rien distraire. Cette fois-ci, c'était Clémenceau, à l'époque représentant radical, comme on disait, à l'Assemblée nationale le 29 janvier 1891, en réaction à une pièce de théâtre de Victorien Sardou qui venait d'être jouée à la Comédie Française et qui était très hostile à la figure de Robespierre. Très bien, si ça ne marche pas comme ça, ça fait des citations en prologue pour ceux qui se sont déplacés. C'est la dernière, après il faut que ça commence quand même. C'est qu'il y a en France, malgré des apparences contraires, un immense parti socialiste, qui est le parti de la Révolution, et ensuite c'est que le socialisme étant contenu dès l'origine dans l'idée républicaine, les socialistes les plus absolus travaillent contre eux-mêmes lorsqu'ils s'isolent du grand parti républicain. Troisième et dernière citation, qui est cette fois-ci, certains peut-être pas la Révolution française, il faut bien savoir qu'un certain nombre de grands acteurs sont encore là pendant la première moitié du XIXe siècle. Lafayette meurt en 1834, Sieyès en 1836, Buonarroti en 1837, Barère en 1841. La mémoire est donc une mémoire vive pendant les premières décennies de la Révolution française, et après l'effondrement de l'Empire napoléonien en 1815 se pose la question de l'interprétation et de savoir ce que l'on fait avec cet héritage révolutionnaire. Alors globalement, il y a 3 grandes logiques. Il y a la logique contre-révolutionnaire du refus radical de la Révolution, incarnée par des théoriciens comme Joseph de Maistre, Louis de Bonald, et incarnée aussi par toute une série de monarchies restaurées après la domination napoléonienne à partir de 1815. Il y a ceux qui acceptent la Révolution française, mais qui acceptent juste la première partie, juste 1789,
Certains parleront ensuite de 89e radical, c'est-à-dire l'idée selon laquelle 1789, la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, les premières étapes de la Révolution française, la monarchie, voire la monarchie constitutionnelle, sont acceptables, mais qu'il y a eu ensuite une dérive avec l'intervention populaire, notamment pendant la période dite de la terreur, incarnée par Robespierre. Enfin, il y a un troisième camp, c'est celui, vous l'aurez compris, qui nous intéressera le plus ce soir, qui est le camp, pourrait-on dire, de la gauche. Je ne vais pas revenir sur le débat sur la gauche et la droite, comment elles se définissent. C'est une définition parlementaire, tout simplement, qui vient justement de la Révolution française, mais ceux qui se situent à la gauche de l'Assemblée, ceux qui se situaient les plus à gauche et les plus en haut de l'Assemblée, vous savez probablement qu'on les appelait les montagnards. Donc cette délimitation a un sens au moins pour cette période. Et dans ce qu'on appelle la gauche, dans ceux qui interprètent le plus radicalement la Révolution française, eh bien, ils valorisent un épisode. C'est l'épisode de 1793, et c'est notamment la figure de Maximilien Robespierre qui représente le moment le plus élevé de la Révolution. Mais, dans ce camp-là, dans ce camp de la gauche, et c'est ça qui sera un de mes fils conducteurs également, il ne faudrait pas croire que tout serait réglé, qu'il y aurait l'idée selon laquelle nous avons un modèle, 1793, nous avons Robespierre, et au XIXe siècle, nous n'avons qu'à répéter la chose, refaire ce qui a été manqué une première fois. Non, parce qu'entre-temps, le monde économique et social change, et un certain nombre de nouvelles idéologies politiques vont naître, et ces idéologies politiques vont devoir justement se confronter à l'héritage de la Révolution française. Et pour bien vous faire comprendre, en quelque sorte, la confusion qu'il y a, parce que tout ça n'est pas très très clair, il n'y a pas de parti politique au début du XIXe siècle constitué. Vous savez, même le fameux manifeste du Parti communiste de Marx et Engels de 1848, c'est pas un parti, c'est une nébuleuse encore idéologique assez floue. Et dans ces nébuleuses idéologiques, si on s'intéresse aux acteurs et pas uniquement aux principaux théoriciens, aux principaux acteurs politiques, eh bien, l'héritage de la Révolution est aussi quelque chose d'oral. Je vous ai cité Michelet sur la Bastille, j'aurais pu vous le citer sur son père, qui a été un acteur de la Révolution, un acteur modeste, un imprimeur. Mais Michelet, quand est-ce qu'il a entendu parler de la Révolution française? À la maison, à l'oral. Et toute cette transmission-là, évidemment, difficile à percevoir pour l'historien. Mais elle existe de façon massive. Beaucoup de membres du petit peuple parisien et de la petite bourgeoisie, pourrait-on dire, se sont mobilisés dans le cadre de la sans-culotterie. Beaucoup ne savaient pas nécessairement ni lire ni écrire, mais ils ont transmis au niveau familial la mémoire de la contestation et de la Révolution à leurs enfants, voire à leurs petits-enfants, lorsqu'ils en avaient la possibilité. Et si je dis qu'il y a des confusions, il y en a une par exemple qui est très significative et importante pendant la première moitié du XIXe, en tout cas pendant les premières décennies. Si à vous je demande, est-ce qu'il existe une différence entre Robespierre et Napoléon, même si vous n'êtes pas des érudits de la période, vous savez probablement que Napoléon a mené un peu plus de guerres et a été un petit peu plus loin militairement que Robespierre, et que la tradition napoléonienne, si vous la prolongez jusqu'à nos jours, n'est pas exactement la même que la tradition robespierriste, ne serait-ce que par exemple sur un rôle cardinal qui est celui de l'égalité et de l'intervention populaire, bien sûr. Sauf que dans l'opposition, face à la victoire de la contre-révolution pendant la première moitié du XIXe siècle, pendant les premières décennies, eh bien, il n'était pas, si rare d'entendre des slogans politiques. Vous allez me dire, mais ils confondent tout, c'est scandaleux, mais c'est les acteurs dont on parle. Vive l'empereur, vive la République. Vive l'Empire, vive la République. Alors que c'est l'Empire qui a tordu le cou à la République et qui a mis fin au régime républicain. Sauf que Napoléon est en quelque sorte, pour beaucoup de monarques et pour beaucoup de conservateurs, encore un produit dérivé, si je peux employer un vocabulaire contemporain, de la Révolution. Et qu'à ce titre, même l'héritage napoléonien est un héritage trop subversif. C'est le cas notamment à l'étranger où les armées napoléoniennes ont foulé le sol et introduit un certain nombre de grandes mesures de la Révolution française, confère une partie de l'Allemagne occidentale où le code civil et le code pénal ont été introduits. Donc tout ça pèse beaucoup et est important. Et vous connaissez peut-être cette phrase célèbre de Napoléon qui, une fois qu'il a raté, si je puis dire, son comeback et qu'il a perdu la bataille de Waterloo, s'est réfugié à l'île de Sainte-Hélène. Il a écrit un mémorial qui a été dicté, Lascaux, bref, attribué à Napoléon, dirons-nous. Il dit la chose suivante. J'ai été jacobin, il fut un temps où tout homme ayant l'âme un peu élevée devait l'être. Tel que Napoléon, en 1793, avait été furtivement du côté des jacobins. Donc, l'héritage est compliqué, ambivalent, et les idéologies politiques ne sont pas bien fixées. Et d'une certaine manière, être partisan de Napoléon au départ, je ne veux pas dire que c'est d'avoir un positionnement à gauche par rapport au reste du spectre politique, mais il y a de cela
car il n'y a pas de limite encore clairement tracée entre bonapartistes et républicains. En opposition à la monarchie, il sera fréquent d'avoir des complots entre républicains et bonapartistes contre la monarchie. Donc tout cela est encore, si je puis dire, confus, mais ce qui est certain, c'est que ce qui va réactiver profondément la tradition révolutionnaire, ce sont divers événements au XIXe siècle. Alors, si on évoque la question de l'idéologie socialiste, de l'idéologie communiste, la façon dont elles apparaissent pendant les premières décennies du XIXe et le rapport qu'elles entretiennent à la Révolution française, je crois qu'il faut dire plusieurs choses. D'abord, qu'il ne faut pas confondre robespierrisme, socialisme et communisme. Bien sûr que, si je vous dis que des gens sont capables d'être d'accord entre eux en défendant Robespierre et Napoléon, les subtilités qui peuvent exister de vocabulaire entre socialistes, communistes, robespierristes échappent au plus grand nombre. Néanmoins, il y a des logiques différentes derrière. Je prendrai un exemple, parce que ça va avoir des conséquences ensuite dans la constitution des forces politiques ultérieures de gauche. La question de la propriété privée. L'idéal robespierriste, qui va être transmis notamment par un instituteur, qui va donner les premiers cours audibles sur Robespierre positif à Paris au début des années 1830, c'est un certain Albert Laponneret. Albert Laponneret est un grand défenseur de Robespierre et défend comme Robespierre l'idéal d'une société de petits producteurs, d'une propriété qui ne serait pas abolie, qui ne serait pas socialisée, mais qui serait répartie légalement entre tous. C'est bien l'idéal rousseauiste du XVIIIe siècle, c'est des choses assez banales pour ceux qui connaissent, mais je rappelle que c'est important. En revanche, à côté, et c'est ce qui est né aussi pendant la Révolution française, il y a l'idée d'une propriété collective, Marx dira ultérieurement, des grands moyens de production. L'idée selon laquelle l'avenir des sociétés doit passer par une réforme radicale de la propriété. Et au sens strict, je ne fais pas toute l'histoire du vocabulaire, mais l'adjectif communiste qui existe au XVIIIe siècle, qui est notamment employé par un romancier Rétif de la Bretonne, mais qui n'est pas employé par les acteurs politiques, vous avez un adjectif, l'adjectif communautiste, qui désigne la communauté des biens, qui est employé par un certain Gracchus Babeuf, que Marx qualifiera ultérieurement comme celui qui a justement fondé le premier parti communiste agissant. Babeuf, pour rappel, c'est lui qui avait fondé une conjuration en 1796-1797 pour renverser le Directoire, un régime donc républicain, mais républicain bourgeois pourrait-on dire, et c'est au sein de cette conjuration de Babeuf que les idées communistes commençaient à faire leur chemin. Et là où c'est un rapport direct, ces conflits, Robespierre, Babeuf, etc., qui n'ont pas donc les mêmes idéologies, c'est qu'au XIXe siècle, pendant les premières décennies, il y a des survivants de tout cela. Je vous citais Buonarroti, mort en 1837. Ses funérailles seront d'ailleurs à l'occasion de rassemblements révolutionnaires extraordinaires. 1837. Eh bien, Buonarroti était membre de la conjuration des égaux de Babeuf, donc il avait travaillé directement avec lui. Mais lui était plutôt proche de la sensibilité robespierriste qui était dans la conjuration. Vous allez me dire, je tombe dans des subtilités un peu concernant des gens qui n'étaient pas extrêmement nombreux à l'époque. Mais ça a son importance. Je vais juste faire une excursion sur le XXe siècle, rapidement pour que vous compreniez bien. Lorsqu'on parlera de Front populaire en 1935-1936 et qu'on cherchera à légitimer dans l'histoire cette tradition-là d'union, on prendra notamment comme exemple cela, en disant, regardez la conjuration même de Babeuf. Il y avait deux gens qui n'étaient pas d'accord, même sur la question de la propriété. C'est intéressant parce qu'à l'époque, au moment du Front populaire, le parti radical qui défend la petite propriété, le parti communiste qui défend plutôt propriété collective, si je puis dire le parti socialiste qui est entre deux. Donc tout ça va jouer dans l'imaginaire collectif. Ces questions d'alliance, ces questions de divergence, qui sont apparues pendant la Révolution, qui existent pendant la première moitié du XIXe, mais qui vont perdurer jusqu'au XXe siècle. Un texte très important de Buonarroti, qui fait la transmission directe de la Révolution française, c'est la conspiration pour l'égalité dite de Babeuf, qui a fait paraître en 1828. Alors je vous invite à le lire. On l'avait réédité il y a quelques années. C'est pas pour ça que je vous invite à le lire. Je vous invite à le lire parce que, tout simplement, Buonarroti a fait une histoire de la Révolution française. Une histoire simple, chronologique, a été faite, avec une dimension évidemment sociale et populaire très importante. Et au-delà de ce qu'il dit sur les premières idées communistes, sur la conjuration, il y a tout un récit de la Révolution française qui est extrêmement intéressant et qui va être un récit typique de cette première moitié du XIXe siècle, qui va donner l'envie, si je puis dire, de continuer la Révolution française. C'est un texte qui est très diffusé donc, parmi les militants de cette époque-là. Buonarroti ne pourra pas croiser beaucoup d'émigrés allemands à Paris. Il y a beaucoup d'émigrés allemands à Paris parce qu'Allemagne n'est pas un pays unifié à cette époque-là, c'est un pays
faiblement industrialisée, et vous avez un certain nombre d'émigrés allemands qui vont venir à Paris, soit pour des raisons politiques, soit pour des raisons économiques. Et c'est finalement, à quelques années près, on aurait pu imaginer une rencontre entre Buonarroti et un certain Karl Marx. Karl Marx a été à Paris entre 1843 et 1845. Et il est typiquement de ces gens qui sont, quand ils sont à Paris pendant ces années, qui croisent des personnes âgées ou des enfants d'eux, je ne vais pas vous faire topo sur les familles de tout à l'heure, qui ont connu directement ou indirectement la Révolution française ou l'ère napoléonienne. Je vais vous raconter mon histoire familiale, c'est pas très intéressant, mais pour avoir descendant d'un soldat de la Grande Armée, je peux vous dire que la transmission napoléonienne a beaucoup joué ensuite pour la transmission de l'histoire révolutionnaire, tout simplement parce que ça a touché aussi beaucoup plus de monde que la Révolution française elle-même. Que pour beaucoup, Napoléon était encore une fois quelqu'un qui portait cela. Donc Karl Marx croise des acteurs de ce type-là. Buonarroti est encore un nom très connu. Il s'intéresse beaucoup à ce type de texte. Et donc, lorsque l'on raisonne en termes de transmission, il est important de souligner ces rencontres, qui étaient des rencontres concrètes, mais aussi des rencontres qui n'ont pas eu lieu, mais qui auraient pu, comment dirais-je, qui ont joué un rôle en termes d'échange. Pour ajouter sur Karl Marx, je vais en venir aux éléments qui le lient à la Révolution française. Bon, comme ceux qui connaissent bien la biographie de Marx le savent, Marx aurait pu naître français à quelques années près. Il est né en 1818 en Rhénanie, à Trèves, qui était une région annexée par l'armée napoléonienne. Et s'il était né en 1813 ou 1812, il serait né entre guillemets français. Bon, je sais bien qu'après, il aurait probablement changé de nationalité, comme beaucoup de personnes de cette région, mais c'est pas hasard non plus. Quand on parle d'héritage et d'empreinte, ça joue énormément. Pour vous donner un exemple de liaison important pour les origines des mouvements ouvriers, et pas forcément ceux auxquels on pense le plus, Brunter O'Brien, qui est un des grands théoriciens acteurs du chartisme anglais, rencontre Buonarroti. C'est lui qui va traduire en anglais la conspiration pour l'égalité dite de Babeuf. Donc vous avez une série d'échanges comme ça qui sont tout à fait fondamentaux. Je reviens à Karl Marx. On pourrait en parler longuement du rapport Karl Marx à la Révolution française en tant que tel, pourrait faire l'objet évidemment d'une conférence. Ce qui m'intéresse ici, c'est le rapport ambivalent que Marx a dans son œuvre à la Révolution, moins pour Karl Marx en tant que tel, parce que mon objectif est plutôt de vous parler des grandes forces politiques. Et Marx, à cette époque-là, n'est pas quelqu'un de connu. Mais le rapport ambivalent que lui a à l'héritage de la Révolution française nous dit beaucoup sur les divergences qu'il peut y avoir au sein de la gauche sur la Révolution française et le jacobinisme. Marx a écrit une série de textes lorsqu'il était à Paris qui traitent partiellement de la Révolution française. Il s'est beaucoup documenté sur la question. Et je commencerai un peu par la fin en disant que si vous avez cherché à... Ça me suit ça pour qu'on me demande alors quel est le meilleur livre de Karl Marx sur la Révolution française? Eh bien, Karl Marx n'a jamais écrit de livre sur la Révolution française. Et en tant que tel, c'est tout à fait intéressant. Parce que vous savez aussi que Karl Marx a rédigé le Capital. Je suis au courant qu'il ne l'a pas terminé non plus. Mais il a quand même produit le livre 1 et laissé des manuscrits assez avancés pour les livres suivants. Sur la Révolution française, c'est extrêmement fragmentaire et contradictoire. Alors, on peut dire qu'il n'a pas le temps, il avait plein de choses, etc. Oui, mais la difficulté qu'il a eue, lui, à caractériser la Révolution française clairement et distinctement est quelque chose de tout à fait intéressant, car les sensibilités qu'il traverse, je reviens tout de suite, nous disent beaucoup de choses sur ensuite comment dans les socialistes, dans les communistes, choses qui sont encore une fois des débuts informels, on traite de la Révolution française. Faut-il la continuer? Faut-il poursuivre la République telle qu'elle peut exister à un certain moment donné de l'histoire de France? Ou bien est-ce que tout cela est dépassé? Et Marx, on comprend bien les ambivalences de caractérisation sur la Révolution française en lisant ses textes sur les révolutions de 1848. Car l'autre grand moment révolutionnaire après 1830, ce sont les révolutions de 1848. Je commencerai par une phrase du critique du droit politique hegelien de Marx qui est antérieure à la révolution de 48, qui est justement en 1843, au début de son séjour parisien, qui est tout à fait significative de l'esprit dans lequel il est par rapport à tout cela. Il ne faut pas oublier qu'un Marx est un Allemand, comme je disais, l'Allemagne c'est un pays politiquement, économiquement tout à fait secondaire par rapport à la France ou à la Grande-Bretagne. Il dit la chose suivante: si je nie la situation politique, au sens de nier, la situation politique allemande de 1843, je ne me situe pas au cœur de l'actualité, loin de là, car au regard du calendrier français, je ne suis même pas en 1789. Une phrase comme ça irait dans le sens, et vous avez toute une série de passages dans Marx là-dessus, dans le
sens, ben voilà, Marx souhaite à l'Allemagne ce qui est arrivé en France, comme il souhaitera aux autres peuples du monde de renverser l'ordre dominant par la voie révolutionnaire. Oui, bien sûr, il y a de cela. Et dans tous les processus révolutionnaires au XIXe et XXe siècle, vous allez avoir toujours l'empreinte et la trace de la Révolution française. Et il y a l'idée chez Marx d'une misère allemande politique à côté de la grande tradition révolutionnaire de 1789. Mais en même temps, dans d'autres textes de Marx, notamment dans la question juive et dans la Sainte Famille, Marx critique ce qu'il appelle l'illusion politique, l'illusion héroïque du jacobinisme. Qu'est-ce que cela veut dire? Pour résumer, cela signifie que, certes, la Révolution française a joué un grand rôle dans l'histoire de France et même pour l'histoire de l'humanité, au sens de l'universel, car elle a montré une voie vers un monde nouveau. Mais ce monde nouveau, c'est le monde du développement du capitalisme, c'est le monde de la bourgeoisie. Et au niveau politique, c'est le monde, certes de la République, qui est bien préférable à la monarchie, mais c'est le monde d'une citoyenneté politique qui fait abstraction de la question sociale. Et il en veut, bon, Marx est jeune, hein, toujours les écrits de jeunesse sont toujours un peu plus virulents que les écrits de vieillesse, sans vouloir tomber dans des caricatures, et Marx, évidemment, là, s'en prend particulièrement à un certain héritage républicain, un certain héritage de la Révolution française, qu'il juge trop étroit, trop politique, au sens ne tenant pas compte, finalement, de la nouvelle question qui est en train d'apparaître au XIXe siècle, qui est la question sociale. Et je vous citais la question juive qui est de 1843 et la Sainte Famille de 1845. Entre-temps, il faudrait justement, de mémoire, je n'ai pas repris la citation, en 1844, ce qui convainc pleinement Marx qu'il appartient à une nouvelle classe, que l'avenir appartient désormais à une nouvelle classe sociale et que le sort de l'humanité repose sur elle, c'est lorsqu'il assiste au soulèvement des tisserands de Silésie. Silésie, c'est une région de Pologne, mais c'est intégré à l'Allemagne, c'est dans un pays germanique à ce moment-là, bref. Et ces tisserands qui se soulèvent, qui détruisent leur outil de travail, qui montrent une combativité importante, et bien là, il dit, voilà, nous avons eu la révolution politique, la révolution française en 1789, nous aurons une autre révolution portée par une nouvelle classe sociale, par le prolétariat. Voilà ce qui se passe. Donc, dans la critique que Marx a de la révolution française, dans les textes de 43-45, il y a au milieu, je n'ai pas envie de dire cette découverte du prolétariat, mais c'est tout de même de cela dont il s'agit. Il va y avoir la rencontre avec Engels. Vous savez qu'avec lui, il a formé un couple célèbre. Mais qu'est-ce qu'apporte Engels au départ à Marx, et qui lui apportera d'ailleurs à de nombreuses reprises? C'est la connaissance empirique du monde industriel. Engels est un fils d'industriel qui avait vu ça de près. Et donc, tous ces éléments-là font que Marx, on ne peut pas dire que Marx a simplement une approche positive de la Révolution française en disant, voilà, il y a la Révolution française 1789, 1830, il y a 1848, c'est génial, continuons, allons jusqu'au bout. Non, il y a l'idée selon laquelle, attention, il faut se méfier de l'illusion héroïque des Jacobins en 1789. Vous savez, il fera dans plusieurs de ses textes, c'est d'ailleurs très fréquent à l'époque, il reprend ça de Hegel et d'autres, il dira, voilà, vous savez, les révolutionnaires français, en 89-94, se sont habillés en romain, en grec, parce qu'il y avait toute cette culture classique qui était très présente, et on prenait pour modèle les grands réformateurs de l'Empire romain et de l'Antiquité grecque. Et pour Marx, c'est très significatif de révolutionnaires qui ne savent pas, comment dirais-je, tenir compte de la nouvelle situation. Et ce qui va particulièrement l'agacer, c'est justement ce qui se passe en 1848 lorsque déclenche la Révolution française à nouveau, lorsqu'est proclamée pour la deuxième fois de l'histoire de France une république. Alors, pour ceux qui connaissent un peu cette période, vous savez que la Révolution de 1848 est justement un moment où on se confronte beaucoup au passé de la Révolution française, et pour éviter de citer que des marxistes socialistes, quelqu'un qui est sympathique quand même s'il ne va pas jusque-là, Gustave Flaubert, c'est bien, je suis Normandie, il faut que je fasse un effort, dans l'éducation sentimentale, dit la chose suivante. Chaque personnage se réglait alors sur un modèle, l'un copiant Saint-Just, l'autre Danton, l'autre Marat, lui, il tâchait de ressembler à Blanqui, lequel imitait Robespierre. Je pourrais vous en citer longuement. Il y a l'idée selon laquelle les révolutionnaires de 1848 reprennent finalement le fil laissé en 1793-94 et continuent l'histoire. Je cite beaucoup moins connu, mais une belle phrase, je trouve, dans l'Almanach du peuple de Félix Piat, en 1850, plutôt à la fin de la séquence révolutionnaire, mais il y a une belle phrase, je trouve, qui est significative, à propos des socialistes de l'époque. Il dit « Les socialistes ne sont pas si novateurs qu'on croit.
ils continuent l'œuvre de leur père. Ils ne veulent pas faire une révolution, mais bien plutôt accomplir la révolution avec un grand R. Sous-entendu, nous allons réaliser ce que nos pères n'ont pas réussi à faire en 89-93. Eh bien, j'ai envie de vous dire, ce qui agace Karl Marx, c'est typiquement, les Français, il faut bien le dire, les socialistes français qui ne considèrent pas à la hauteur de la situation, notamment des propos comme celui que je viens de citer de Félix Piat. Pourquoi? Parce que l'erreur, selon Marx, à ce moment-là, il ne dit pas que ceci ne va pas changer, notamment Engels va avoir une appréciation différente de la République, il trouve particulièrement en dessous de ce qu'il faut faire, comment dirais-je, il juge les révolutionnaires français, pardonnez-moi, en deçà de ce qu'il faudrait faire, compte tenu de la nouvelle situation historique. Et la nouvelle situation historique est démontrée par un événement extrêmement violent, qui est juin 1848, lorsque un soulèvement ouvrier est réprimé non pas par un bonapartiste, non pas par un monarchiste, mais par un général républicain qui en plus avait été un opposant auparavant aux monarchies, donc qui n'était pas le plus à droite du spectre politique de l'époque. Il y a donc une division profonde au sein des républicains. Il y a également l'idée selon laquelle, chez Marx, la révolution doit être nouvelle et adaptée aux conditions nouvelles. Et il y a cette phrase très significative dans 18 Brumaire de Louis Bonaparte, qui dit beaucoup de choses. Je pourrais vous en parler longuement, mais encore une fois, je préfère citer directement. La révolution du XIXe siècle doit laisser les morts enterrer les morts pour réaliser son propre objet. Et l'objet, c'est un nouveau type de révolution, c'est une nouvelle idéologie, le socialisme, le communisme, encore une fois, ces choses-là, les adjectifs ne sont pas encore bien délimités. Mais ce que montre 1848, c'est qu'il y a une fracture, une rupture, qui n'est pas d'une certaine manière gauche ou droite, qui n'est pas république ou monarchie, mais qui n'a peut-être pas encore un nom fixe, qui évidemment que lui, l'adjectif communiste, il va le porter, c'est le moment du manifeste du Parti communiste aussi, mais qui est d'offrir une perspective révolutionnaire à la hauteur de la situation créée tout simplement la révolution industrielle avec ce prolétariat qui grandit dans la plupart des pays européens. Revenons davantage en tout ça. Et là, je vais quitter l'œuvre de Marx. J'ai insisté parce que j'ai supposé que Karl Marx devait vous intéresser, mais aussi parce que ce que dit Marx des ambivalences de la Révolution, en réalité, ce n'est pas tellement uniquement Marx lui-même, c'est que ça traverse les gauches socialistes à ce moment-là. Car après la répression de juin 1848, vous savez que c'est le neveu de Napoléon, Louis-Napoléon Bonaparte, qui, à la suite d'une série de coups de force divers, parvient à se faire élire président de la République, et ensuite réalise un coup d'État pour renverser la jeune République. Je n'avance pas là-dessus, puisque, juste une parenthèse quand même, c'est que si Louis-Napoléon Bonaparte l'emporte, il l'emporte pour toute une série de raisons, mais il joue aussi de la tradition de son oncle, de la tradition napoléonienne. Tradition napoléonienne qui, j'y insistais pas mal, est ambivalente. Je dis ça parce que pourquoi les républicains se font totalement écraser pour ce qui est la première élection présidentielle de l'histoire de France. La paysannerie majoritaire, la mémoire du petit caporal, Napoléon, bien sûr, joue beaucoup. Mais c'est une mémoire ambivalente. Et vous savez, ça arrive à des gens de croire qu'ils vont faire des scores extraordinaires aux élections et finalement ça n'arrive pas. Eh bien, c'est typiquement le cas, même avant les sondages, des républicains et des socialistes en 1848. Vous avez mal pour eux lorsque vous lisez leur propagande politique parce qu'ils sont absolument sûrs que Napoléon ne va pas du tout s'en sortir. Et ce qui est significatif, c'est que Louis-Napoléon Bonaparte, une fois qu'il est élu, va évidemment renverser la République, mais juste pour mémoire, et ça nous dit bien l'ambivalence de tout cela, qu'est-ce qu'il a fait Louis-Napoléon Bonaparte, pour vous résumer à l'extrême, entre 1848, date où il est élu président de la République, et 1852, date de la proclamation du Second Empire. Bon, il a fait un coup d'état militaire, il a tué des gens, etc. Donc ça aide à prendre le pouvoir, je suis d'accord. Mais il a laissé une assemblée conservatrice élue au suffrage qui était de plus en plus réactionnaire, qui a supprimé le suffrage universel qui avait permis son élection. Et qu'est-ce qu'a fait Louis-Napoléon Bonaparte? Il a fait campagne pour le rétablissement du suffrage universel, évidemment. Pourquoi? Pour après proposer ce que nous on appellerions un référendum, mais un plébiscite en sa faveur. Donc il a joué la carte démocratique et du suffrage universel contre l'Assemblée. C'est la tradition bonapartiste, par exemple. Et ce qui est intéressant, parce qu'à ce moment-là, dans l'esprit des Français, on dit Jean Savigny écrire la mémoire révolutionnaire, c'est ambivalent. Et évidemment, Louis-Napoléon Bonaparte
c'est jouer d'une certaine manière la tradition démocratique et révolutionnaire contre d'autres. Et là, ce qu'on appelle les démocrates socialistes à l'époque, pour lesquels Marx a des mots extrêmement difficiles, ils se sont fait complètement blouser en ne voyant pas cela, en n'analysant pas suffisamment idéologiquement et économiquement la situation française. Donc après cet épisode napoléonien, on ne peut pas dire qu'il y a une sorte de triptyque révolution française, république, insurrection. Non, il y a des républicains d'ordre, si je puis dire. Il y a le Cavaignac de 1848, au-delà du fait que tout le monde s'est fait avoir et que le Second Empire a été rétabli par Louis-Napoléon Bonaparte. La tradition insurrectionnelle, qui était partagée par l'essentiel des révolutionnaires pendant la première moitié du XIXe, est de plus en plus critiquée. Un exemple caractéristique qui va m'emmener à la dernière révolution du XIXe siècle. Les mauvaises langues diront la dernière révolution de l'histoire de France, la Commune de Paris de 1871. Vous savez, j'imagine, que cette commune a été réprimée par le président de la République, justement, élu, pas au suffrage universel direct, certes lui, mais tout de même, qu'un certain Adolphe Thiers, qui a réprimé sauvagement à la Commune de Paris, comme vous le savez, en mai 1871. Mais l'évolution politique de Thiers est intéressante parce que c'est un vieux monsieur en 1871, mais il a toute une trajectoire politique. Et ayant lu la majorité de ses œuvres, je peux vous dire que Adolphe Thiers, lorsqu'il écrivait sur la Révolution française, lorsqu'il était dans l'opposition en 1830, avant 1830, pardon, sur la Restauration, défendait même 1793, non pas parce qu'il était à l'époque égalitariste, qu'il trouvait que Robespierre c'était extraordinaire, mais qu'il fallait défendre en quelque sorte la logique du bloc de la Révolution française. Et donc vous avez des personnalités comme ça qui, compte tenu de l'évolution de la situation, compte tenu notamment de l'émergence de la question sociale, de l'apparition de ces luttes de classe violentes en 1848, vont évoluer politiquement. Ce que je veux dire par là, c'est que vous allez avoir un républicanisme conservateur qui va exister à partir de là et qui va éventuellement accepter 1789, mais qui par-dessus tout redoutera les débordements, si je puis dire, à la 1793, dont Robespierre est l'emblème, et bien évidemment condamnera les idéologies politiques socialistes et communistes. Alors j'en viens justement à l'épisode de la Commune. La Commune est d'une certaine manière un épisode plus important et moins important que 1848. Il est moins important parce que, comme le nom l'indique, il a concerné essentiellement l'agglomération, la ville de Paris, très exactement, qui en plus l'agglomération c'est une très mauvaise expression parce qu'en plus la ville de Paris à ce moment-là venait d'être très fraîchement agrandie, un certain nombre d'arrondissements, qu'importe. Bon, je ne veux vexer personne, je sais qu'il y a eu d'autres communes, il y a un live, il y aura des gens d'entreprise. Donc la commune de Paris, je sais bien, il y a une commune à Narbonne, il y a une commune au Creusot, et dans quelques villes de France. Mais tout de même, cette commune a été un phénomène localisé, très important, je vais revenir pourquoi, mais aussi beaucoup moins massif que les révolutions de 1848. J'ai évoqué la situation française, mais qui étaient des révolutions européennes avec toute une dimension nationale pour l'Allemagne, pour la Hongrie, beaucoup plus importante. C'est pas minimiser de la commune que de dire ça, mais c'est pour bien remettre dans le contexte, pour qu'on comprenne de quoi on parle par rapport à l'héritage de la Révolution française. Il m'arrive de faire des conférences sur cela, des cours, et parfois après les gens ont l'impression que 1789 et 1793, ça a entre guillemets presque moins d'importance que la Commune de Paris, au nom d'une idéologie politique, pourquoi pas, mais attention, historiquement, en termes de mobilisation populaire, c'est très important pour Paris, et pour un certain nombre de raisons, encore une fois je vais revenir, mais ça reste un phénomène assez localisé sur quelques semaines. Alors pourquoi justement, malgré cette relative mobilisation, la Commune de Paris est extrêmement importante? D'abord parce que cette commune, qui se déroule dans un contexte très particulier, un contexte de guerre, qui est un contexte d'occupation, il y a donc une dimension patriotique à la Commune de Paris essentielle, mais s'il n'y avait eu que la dimension patriotique, personne ne s'en serait souvenu ensuite. Il y a des acteurs socialistes de cette commune, et pour la première fois de l'histoire de France, on se retrouvait en responsabilité, pourrait-on dire, des gens qui sont portés par l'idéologie socialiste. Alors, souvent des gens assez éloignés des marxistes, pour ce qui peut exister à l'époque, davantage influencés par des théoriciens comme Proudhon, comme Blanqui, un ensemble assez hétéroclite, que ce soit sur la question de la religion, que ce soit la question de la propriété, mais tout de même un ensemble socialisant qui, pendant quelques semaines, préside aux destinées de la capitale parisienne. Et là, le débat qu'il va y avoir au sein d'un certain nombre de socialistes, après cette expérience de la Commune, qui, je l'ai dit juste avant, a été réprimée furieusement par Adolphe Thiers, c'est est-ce que finalement la Commune de Paris, et ce sera ensuite un débat historique, et puis d'une certaine manière un débat pas totalement terminé, bien qu'il y ait beaucoup d'études là-dessus, est-ce que c'est la fin de la Révolution française,
Est-ce que d'une certaine manière, c'est le dernier épisode de la sans-culotterie commençant en 1789, parce qu'il y a même, pour revenir dans le débat si ça vous intéresse, des proximités sociologiques entre les sans-culottes de 1793 et ceux de 1871. Le monde de l'échoppe et de la boutique est encore là. Hein, il n'y a pas que le prolétariat industriel. Non, non, on est dans un Paris, entre guillemets, semi-industrialisé, attention. Et en même temps, on peut dire qu'il y a l'héritage, entre guillemets, le crépuscule de la tradition de la Révolution française, et d'autres vont davantage mettre l'accent sur le fait que c'est l'aube, c'est l'aurore de quelque chose, car c'est le début du socialisme qui montre ce qu'il peut faire au pouvoir. Car si la commune ne dure pas longtemps, elle prend quelques mesures sociales, comme l'interdiction du travail de nuit pour les boulangers, qui était une mesure très importante parce que le pain était l'essentiel de l'alimentation à l'époque, la séparation des églises et d'État, c'est la première fois. Bon, même si il y en a eu une première par la Révolution française, mais là, elle est faite dans un sens plus radical pendant la commune, et je pourrais prendre d'autres exemples. Et c'est à ce titre-là que beaucoup de socialistes, et Karl Marx en premier lieu, vont saluer la Commune de Paris comme le début d'un nouveau type de révolution. C'est très important parce que ce n'est pas que c'est uniquement la continuité de la Révolution française, c'est qu'au contraire, d'une certaine manière, nous sommes en présence d'acteurs, les communards, qui, malgré leur diversité, sont travaillés par les idées socialistes et qui, eux, vont de l'avant par rapport aux révolutionnaires de 1848, sont porteuses de quelque chose de nouveau. C'est pour ça que Karl Marx s'est beaucoup enthousiasmé pour la commune, après avoir dit au départ quand même que c'était une bande de rigolos qui allait se faire écraser. La deuxième partie est vraie d'ailleurs, parce qu'il est extrêmement isolé. Mais Marx a néanmoins vu, lorsqu'ils ont pris le pouvoir et qu'ils ont saisi ce pouvoir pour prendre des premières mesures, quelque chose qui annonçait l'avenir. D'ailleurs, Marx, 10 ans plus tard, en correspondance, sera toujours assez critique sur la commune, sur le fait qu'ils n'aient pas pris le contrôle de la banque centrale, etc. Et restera dubitatif sur un certain nombre de choses. Mais considérera tout de même, c'est un texte connu, qui est la guerre civile en France, qu'on était en présence de quelque chose qui annonçait davantage la révolution socialiste, bien davantage que ce qui s'était vu, pardonnez-moi, les décennies avant. Donc, importance de cette... C'est là, objectivement, si après on peut discuter de l'analyse de Marx et des marxistes, ce qu'ils en feront de la commune ensuite. Il y aura des dogmatisations à outrance regrettables, bien sûr. Mais s'il n'y avait pas eu ces propos-là tenus sur la commune, elle n'aurait pas eu cette importance ensuite internationale, parce qu'elle a été portée ensuite très haut comme exemple historique, à une échelle absolument inouïe. Vous savez qu'aux quatre coins du monde, enfin, moi ça m'arrive de voyager pour faire des cours, parfois les seules choses que connaissent les gens de l'histoire de France, c'est bon, la Révolution française, la prise de la Bastille, ça fait une pause musicale, c'est très bien, et la commune de Paris, même de façon très confuse. Un autre élément qui me paraît significatif, cette fois-ci du côté militant et plus du côté de Karl Marx. Un acteur de la commune de Paris, un certain Tridon, avait publié peu avant la commune une réhabilitation d'un certain Hébert, directeur du Père Duchesne pendant la Révolution française, qui d'ailleurs était symboliquement, Père Duchesne, le journal avait été repris pendant la commune de Paris, c'est de 1871 cette fois, et il avait publié un ouvrage qui s'appelle Les Hébertistes, plainte contre une calomnie de l'histoire. Et l'année de la commune, cet ouvrage est réédité sous le titre Les Hébertistes, et 1793. Bref, pourquoi je vous parle de tout cela? Eh bien parce que Tridon, ce communard qui vous parle des Hébertistes et 93, parle de quoi? Il parle de la répression d'une partie du mouvement populaire par Robespierre. Les Hébertistes, Hébert, étaient des opposants de gauche à Robespierre pendant la Révolution française. Ils voulaient aller plus loin que lui, on les appelait les exagérés. Il y a les deux groupes principaux qui se sont opposés à Robespierre, qui étaient plus radicaux que lui, les enragés et les exagérés. Bien. Les Hébertistes sont les exagérés, facile à retenir, c'est plus à gauche bien. Une partie des communards, extrême gauche pourrait-on dire, sont extrêmement critiques à l'égard de l'héritage de Robespierre, parce qu'il n'a pas été, parce qu'il a réprimé le mouvement populaire, et il n'a pas été socialement assez loin. On retombe sur la question du débat sur la propriété que j'évoquais tout à l'heure. Et il y a une autre question que je n'ai pas assez évoquée. Je vais faire des choses, une conférence, mais je voulais en parler à un moment donné, qui est la question de la religion. Je rappelle que l'écrasante majorité des Français partagent la conviction catholique, sont de conviction catholique à cette époque-là, et qu'en revanche, dans les groupes radicaux de gauche, la question de la religion est un marqueur fort, parce que se déclarer athée et critiquer radicalement la religion a été un des moyens d'entrer en révolution, si je puis dire. Karl Marx, comme vous le savez probablement, on peut dire tout ce qu'on veut après sur le rapport de Karl Marx à la religion, mais c'est quand même quelqu'un qui est à l'origine très connecté aux critiques de la religion et qui s'intéresse beaucoup à
à l'historicisation même du catholicisme, le fait que Jésus soit considéré comme une figure historique ou pas, tout ça joue un grand rôle. Bien. Dans le cadre français, les hébertistes étaient justement pendant la Révolution française ceux qui étaient très radicaux et très athées. Alors que Robespierre, c'est peut-être qu'il y a eu ce culte de l'être suprême à l'époque, c'était quelqu'un qui évidemment était critique du catholicisme, mais pas critique de la divinité en tant que telle, pas critique de toute religion. Et la question religieuse a été très importante pendant la Commune. Je vous ai parlé de la séparation des églises et des États. Il y a aussi toute une série de choses qui ont été faites pendant la Commune. On a exécuté des prêtres qui étaient considérés comme des opposants politiques. Alors, les chiffres prêtent à discussion, etc. Mais c'est une réalité historique. Et la religion catholique était considérée, pas totalement à tort, comme un pilier de l'ordre moral et politique. Et donc une partie du mouvement socialiste est très anti-religieuse, très athée, et de ce fait ne se reconnaît pas dans la tradition robespierriste. Par exemple, le plus célèbre, parce qu'il a un beau boulevard à Paris, c'est Blanqui. Tridon, c'est un blanquiste, vous l'avez dit. Blanqui, vous savez, ce grand révolutionnaire au 19e qui a passé presque autant de temps en prison qu'en liberté, tellement il a fait des coups d'État, des putschs. Hein, on parle même d'adjectif blanquiste pour qualifier une attitude politique ensuite. Mais dans cette tradition-là, vous avez un fort athéisme. Et de cet athéisme-là découle une suspicion forte à l'égard d'une partie des républicains, restés fidèles à une sorte d'idolâtrie dans leur vocabulaire. Hein. Donc ça, c'est important pour bien comprendre, là aussi, la transmission des événements révolutionnaires. Dans la Commune, je ne dis pas qu'il n'y a que des... Parce qu'après, si vous avez des spécialistes, ils vont tomber dessus, il y en a qui sont très, très offensifs hein, sur la Commune, ils vont me dire, mais non, mais il n'y avait pas que des athées, je suis au courant, mais ce qui est significatif, c'est qu'une partie, je dis bien une partie de ces communards-là, était, y compris critique de la tradition robespierriste. Ce n'est pas que... Et alors, si vous regardez les textes de près, ils vont parfois dire vive 1793, mais c'est quoi vive 1793? C'est vive Robespierre? Non, pas forcément. C'est l'année des groupes radicaux comme les enragés qui contestent la propriété, qui vont assez loin au niveau politique. Vous voyez, toutes ces choses sont assez ambivalentes, et c'est là qu'on retrouve les intuitions du jeune Marx. Je disais qu'il était critique de la citoyenneté politique, critique des ambivalences de la Révolution française, y compris dans ce qu'elle avait de plus à gauche en 1793. Bien sûr, Tridon n'est pas Marx n'est pas Tridon, ils ne disent pas la même chose, ils ne sont pas dans le même contexte, mais il y a quand même une sensibilité qui mérite d'être soulignée, sinon on ne comprend pas de quoi on parle. J'avance un peu chronologiquement, pour en arriver non pas à une autre révolution, car il n'y en a plus d'autres. On a donné raison à François Furet qui dit que la révolution entre au port lorsque la République triomphe, même si c'est relatif encore en 1879, mais ce qui est certain, et ce qui pose question historiquement, c'est qu'il n'y a plus d'insurrection sur les barricades avec cette violence-là, à cette échelle-là, jusqu'à la Première Guerre mondiale. Ce qui se passe au XXe siècle se discute, c'est un autre point. Mais tout de même, de décennie en décennie, je vois que je déçois des gens, mais c'est toujours le cas quand on dit ça, 1871, 1881, puis après les anniversaires, il y a l'anniversaire de la Révolution française en 1889, le centenaire. Bon, la Tour Eiffel, l'exaltation, la grande exposition universelle à Paris, les républicains qui quand même ont réussi à consolider leur régime, mais qui sont ambivalents et divisés sur l'héritage de la Révolution. On confère la citation de Clémenceau avec laquelle j'ai commencé mon exposé. Bref, il y a une histoire à écrire, un régime républicain à consolider, voire à fonder. Et moi, je suis resté dans toute une partie de mon exposé sur l'intérieur de la gauche, des socialistes, comment ils ont un rapport ambivalent à la Révolution française. Mais si on revient en France et que l'on revient aux grands équilibres politiques fondamentaux, vous savez qu'on a tous le même défaut hein, quand on s'intéresse trop au communisme, au socialiste ou à l'extrême gauche encore pire généralement, mais c'est un problème encore plus petit, c'est qu'on est focalisé sur les débats internes, passionnants, captivants, et un certain nombre à pratiquer ça, de plus finalement se rendre compte des rapports de force réels parfois, à force d'avoir des débats internes. Donc il est toujours bon de respirer bien. Et en histoire, c'est pareil en fait. Non, mais c'est vrai en histoire, parce que vous en histoire contemporaine, vous êtes tranquille, on n'est pas avec l'histoire de l'Antiquité ou même l'histoire médiévale, où le nombre de sources parfois est faible et donc il faut aller les rechercher. Non, en histoire contemporaine, c'est le contraire. Les gens écrivent à profusion, c'est au moment des lois Ferry, dans les 50, donc de plus en plus de gens savent lire écrire. Donc on peut se perdre dans les archives de l'histoire contemporaine autant que vous voulez, toute une vie, 2 vies, 3 vies, il n'y a aucun souci. Donc, je reviens à mes équilibres politiques fondamentaux. En 1889, et tout de même pendant encore un certain temps, vous avez une partie de la France qui n'accepte pas la République. Toute modérée, toute bourgeoise soit-elle. Et lorsque va se poser la question de la création d'un parti socialiste, comme on est en France et qu'on adore particulièrement
régulièrement les débats internes et les scissions, ça va prendre du temps, puisque le Parti socialiste ne sera fondé qu'en 1905. Avant, vous avez toute une série de groupes, petits groupes, moyens groupes, et qui vont finir par s'unir. Mais au-delà des débats internes et autres, il y a un enjeu qui est fondamental, c'est comment on se situe par rapport à la Révolution française et par rapport à la République telle qu'elle existe. Et là, ayez en mémoire la citation que je vous ai faite de Jaurès au départ. Pourquoi Jaurès est si important? Vous allez me dire, parce que Blanqui a un beau boulevard, là, Jean Jaurès, c'est encore mieux, il y a tout, il y a station de métro, et dans toutes les villes de France, tout le monde peut citer Jean Jaurès. Non, Jean Jaurès a une importance historique incontestable, au-delà de sa canonisation ultérieure, enfin de sa panthéonisation, pardon, canonisation, vocabulaire, puisqu'on parle de religion, bref, est-ce que je vous dis Jaurès? Oui, oui. Non, ce qui est important chez Jaurès, c'est que, d'une certaine manière, c'est comme Marx. Pourquoi c'est intéressant de travailler sur Karl Marx? Pas uniquement parce qu'ils sont très intéressants, géniaux, non, parce que ce qu'ils disent correspondent à des réalités plus larges qu'eux-mêmes, sauf qu'ils le formulent en des termes politiques et théoriques particulièrement intéressants. Or, Jaurès, c'est qui et c'est quoi? Jaurès, c'est un républicain bon teint. C'est quelqu'un qui aurait pu rester dans sa province, être un notable. Il a été élu cadet de l'Assemblée très jeune, né en 1859, élu en 1885, 26 ans. Il est républicain, il est ferriste, il est pour les expéditions coloniales, il est pour l'école gratuite, laïque, obligatoire, tout ce que vous voulez, mais il n'est pas socialiste pour un sou, même si c'est quelque chose qui va l'intéresser de plus en plus via ses contacts à l'école normale supérieure, via toute une série de grèves ouvrières dans sa circonscription, certes, mais il va progressivement vers le socialisme. Et Jean Jaurès, c'est quelqu'un qui vient de la République pour aller vers le socialisme. Et ce qui est intéressant, c'est de voir ceux qui, d'une certaine manière, partent du socialisme et éventuellement vont aller vers la République, non pas pour aller de plus en plus à droite, c'est pas comme ça qu'il faut raisonner, c'est de voir si est-ce qu'il existe suffisamment, à la fois idéologiquement, de ponts communs entre le républicanisme et le socialisme pour les rapprocher, et est-ce que, ça c'est, on peut avoir un débat théorique, philosophique là-dessus, mais est-ce que dans le contexte politique français de l'époque, il vaut la peine de défendre la République avec ses insuffisances, en faisant le pari qu'à terme, cette République, parce qu'on va grappiller à l'intérieur un certain nombre de choses, on va pouvoir l'emmener progressivement vers ce que Jaurès appelle la République sociale, voire une République socialiste. Donc la perspective de Jaurès, vous la connaissez, c'est justement celle qui va chercher à amener la République le plus loin possible, en partant de l'héritage de la Révolution française et de la République, mais, comment dirais-je, en ayant non pas, c'est pas qu'il soit critique sur la République telle qu'elle existe, mais en étant toujours circonspect sur ceux qui, à gauche, critiquent trop radicalement l'héritage républicain. Et pendant une longue durée, justement, des gens qui critiquent cet héritage républicain, ils sont assez nombreux, notamment du côté de ceux qui introduisent le marxisme en France, autour de figures comme Jules Guesde, Paul Lafargue, qui voient d'un mauvais œil la République. Alors vous allez me dire, ils ne comprennent pas justement les rapports de force fondamentaux, mais attention aussi, car cette République-là est une République qui est au départ très peu sociale, qui n'hésite pas à tirer sur les manifestations ouvrières quand elles se manifestent. Je parlais de Clémenceau en 1891, ça c'est le Clémenceau qu'on aime bien. Et puis Clémenceau, dans la Commune de Paris, il était maire du 18e, il a plutôt cherché le compromis entre les Versaillais et les communards. Enfin bon, il y a des gens moins courageux et plus couards que lui à cette époque-là. Et Clémenceau, lorsqu'il sera Premier ministre, président du Conseil à l'époque, sera d'une fermeté absolument implacable contre les grèves ouvrières et assumera le fait, par exemple, de mettre en prison la moitié de la direction de la CGT pendant toute une nuit pour leur dire d'arrêter de déclencher la grève. Mais ce Clémenceau-là se dit républicain et dit « moi j'assume toute la Révolution française ». Simplement, aujourd'hui, il faut assurer l'ordre et la République d'ordre. Donc vous avez ça qui existe. Et Clémenceau aura des mots extrêmement durs avec Jaurès. Mais Jaurès, pour autant, ne voudra jamais totalement et pleinement se détacher de la question républicaine. Alors, pour illustrer ces débats-là, je voudrais prendre un dernier exemple. Et puis, je m'acheminerai ensuite vers la fin en faisant quelques remarques conclusives. Jean Jaurès n'évolue pas dans un univers uniquement français. Il évolue dans un univers qui a changé. Bon, j'ai trop peu décrit ces changements, enfin, c'est quelque chose qu'il faut avoir en tête. Dans la seconde moitié du XIXe siècle, de plus en plus, le socialisme se structure au niveau international. Et le paradoxe, c'est que ce n'est pas le socialisme français, en dépit de la grande sociale capitaliste. L'une et l'autre doivent travailler de toute leur force à ce que la bourgeoisie conserve toute la puissance dans la législation. Et voici la réponse, bon, je fais des extraits, mais les phrases sont réelles, de Jean Jaurès. Eh bien, parce que vous n'avez pas cette tradition révolutionnaire.
Vous la regardez avec une sorte de déplaisir chez les peuples qui y recourent. Et vous n'avez eu qu'outrage. Vos théoriciens n'ont eu que dédain pour nos camarades belges qui, au péril de leur vie, sont descendus dans la rue pour conquérir le suffrage universel. Et pas plus que vous n'avez de moyens d'action révolutionnaire, pas plus que vous n'avez la force que vous donnerait la tradition révolutionnaire du prolétariat, vous le savez bien, vous n'avez pas non plus de force parlementaire. Et un peu plus loin, Jean Jaurès dit, vous, prolétariat de l'Allemagne, vous êtes le destin, vous êtes le salut de l'Allemagne, on ne vous barrera pas la route. Et vous ne savez pas encore dans la pratique quelle route vous prendrez, si vous serez révolutionnaire ou parlementaire, comme vous instituerez la démocratie dans votre pays. Qu'est-ce que cela... Bon, les enjeux, ils sont assez clairs, me semble-t-il, mais c'est un débat qui est intéressant, parce qu'il résume bien les ambivalences héritées du XIXe siècle sur faut-il se situer purement et simplement dans la tradition de la République et de la Révolution française, ou bien faut-il, entre guillemets, y faire attention et tenter de la dépasser? Et Jean Jaurès, lui, fait le pari que, avec toutes ces insuffisances, le fait qu'il y ait une culture politique révolutionnaire, issue des Lumières, trop peu parler, mais voilà, issue de la Révolution de la République, eh bien, quels que soient les retards qu'ont les socialistes français là-dessus, eh bien, cette tradition révolutionnaire-là ne peut jouer qu'un rôle positif, si je puis dire, pour la suite des événements. Et que les Allemands, faute de tradition révolutionnaire, et faute de complaisance avec l'autoritarisme du Reich, pour le dire pour de l'Empire de l'époque, eh bien, même s'ils ont des acquis sociaux, dirions-nous au vocabulaire aujourd'hui, risquent d'avoir de sévères problèmes politiques. Alors, il ne faut pas extrapoler sur ce qui va se passer ensuite, mais tout de même, ça pose question, et c'est intéressant, parce que, si je vous donne mon sentiment, même en historien, on ne peut pas balayer d'un revers de main le fait que ce qu'on appelle nous aujourd'hui des élites sociaux ait été inventé d'abord en Allemagne avant la République française, compte tenu de la longue tradition révolutionnaire, ça pose question. Mais on ne peut pas balayer non plus d'un revers de main le mépris, entre guillemets, pour les formes politiques classiques que pouvaient avoir certains sociodémocrates allemands en se disant, écoutez, après tout, on passe les compromis avec qui on veut, du moment que nous avons des acquis pour les ouvriers, c'est déjà pas mal. Mais ne balayons pas ça non plus d'un revers de main, parce qu'il faut voir la situation du prolétariat et des ouvriers à l'époque. Pour certaines catégories, on ne dépasse pas 45 ans d'espérance de vie. Les gens vivent dans des taudis insalubres. Donc, lorsqu'il y a les premières mesures qui sont prises, c'est des choses qui ne sont pas à prendre à la légère. Vous savez, Jean Jaurès, je vais bientôt m'arrêter, sera confronté, lui cette fois-ci entre Français, au même débat lorsqu'il y aura la première loi sur les retraites ouvrières et paysannes en 1910 au Parlement français. Jean Jaurès parviendra à convaincre la quasi-totalité de ses camarades de voter pour cette loi. D'autres socialistes, notamment la CGT à l'époque, c'est pas socialiste la CGT, indépendante des partis, mais elle était d'accord avec certains socialistes là-dessus, disaient c'est la retraite pour les morts, parce qu'effectivement le principe de la retraite était voté, mais l'âge ne correspondait pas à l'espérance de vie moyenne des ouvriers. Et Jaurès avait la même démarche, il disait je suis au courant que la plupart des gens vont mourir avant d'avoir la retraite, mais nous posons le principe et nous allons ensuite essayer d'aller plus loin. Donc, vous voyez, toutes ces questions stratégiques, politiques, parfois qui sont des débats parlementaires extrêmement précis, dépendent de traditions sur le long terme, dépendent de l'attitude que l'on a par rapport à un régime politique, qui à l'époque était le régime politique républicain dans les conditions du XIXe siècle. Et tout ça, à mon avis, a un intérêt pour bien comprendre un certain nombre de logiques. Alors, vraiment pour finir, moi j'aurais voulu davantage parler aussi, on peut revenir dans ce débat, de la façon dont la question coloniale a traversé toute cette tradition révolutionnaire, parce qu'il est de bon ton de dire que l'universalisme, le républicanisme à la française est une tradition raciste, blanche, je ne sais quelle ineptie sortie d'études, entre guillemets, qui n'ont pas étudié justement ces périodes-là. Or, justement, si je prends juste l'exemple de Jean Jaurès, et encore une fois, si vous voulez un peu plus de détails, nous y reviendrons. Un historien de la colonisation, Yves Beynaud, remarquait une chose très intéressante chez Jean Jaurès. C'est que Jaurès était un colonialiste à fond les ballons, dans les années 80, lorsqu'il était proche de Jules Ferry, lorsqu'il était député. Et alors ça, je peux vous en parler, parce que j'ai parlé d'autres choses, vous avez vu, pour avoir travaillé d'assez près sur les discours parlementaires de Jean Jaurès sur les questions coloniales. Il est tout à fait intéressant de voir que Jean Jaurès va évoluer et de prendre de plus en plus en considération la critique des politiques coloniales. On ne peut pas en faire un Ho-Chi-Minh avant la lettre, ça n'aura aucun sens dans le contexte de l'époque, mais par contre, il est de plus en plus sensible à ces questions-là, sans jamais renoncer à sa perspective universelle et républicaine. D'accord? Et ce que Yves Beynaud dit, c'est quand est-ce qu'il y a le changement, lorsque vous regardez toute l'œuvre de Jaurès, ses attitudes, ses discours parlementaires, et bien c'est précisément lorsqu'il se replonge dans l'histoire de la Révolution française. Parce que la Révolution française, avec toutes ses ambivalences, ses ambiguïtés, et Jaurès est critique sur certains épisodes de la Révolution française, il écrit une vaste histoire de la Révolution qui n'est pas du tout, contrairement à ce que certains croient,
droit, parce qu'ils n'ont pas lu une apologie, par exemple, de tout Robespierre, de tout ça, pas du tout. Il est tout à fait équilibré pour être sur cette question. Eh bien, il traite aussi, et il s'intéresse beaucoup à la question coloniale, et au fait que, par exemple, ce qui n'est pas tout à fait un exemple anecdotique, que c'est le processus révolutionnaire, lorsqu'il était poussé très loin, qui a fait qu'on a aboli l'esclavage en 1794. Toute chose qui sera ensuite annulée par Napoléon, et de ce point de vue-là, Napoléon rompt vraiment la tradition révolutionnaire. Au fond, on lit, Napoléon a suspendu l'esclavage au monde, il l'a rétabli, et il sera de nouveau aboli en 1848. On pourrait prendre d'autres exemples, mais ce qui est intéressant vraiment, dans ce cadre-là, c'est que Jaurès, en se plongeant dans l'histoire de la Révolution française, dans cette tradition longue qui a parcouru tout le XIXe siècle, ne se nationalise pas, si je peux dire, ne se provincialise pas, mais au contraire s'ouvre à d'autres questions comme la question coloniale. Et d'ailleurs, un des moments aussi qui s'intéresse le plus aux logiques qui se passent en Allemagne, c'est en travaillant sur la Révolution française. Bref, je pourrais en dire encore davantage, mais place à la discussion. Je terminerai simplement par une citation que je trouve belle, même si elle aurait certainement énervé Karl Marx, parce que c'est encore Félix Piat, qui devait avoir encore espoir, le pauvre, à l'époque, et là-dessus on ne peut pas donner totalement tort à Marx, sur le fait qu'il se faisait des illusions sur la suite des événements. Nous sommes en 1849, cette fois, il écrit ça dans un mandat républicain, donc nous sommes entre la victoire présidentielle de Napoléon Bonaparte et les préparatifs de ce que sera le coup d'État quelques années après. Félix Piat dit la chose suivante: pour essayer de sortir de l'ornière entre tous les vrais républicains, il n'y a pas de distinction possible. La République démocratique est nécessairement sociale, car elle a pour mission la solution pacifique et fraternelle du problème social, tel que nos pères l'ont posé en 1789. Elle est appelée à résoudre le problème de la misère et à donner une réponse décisive à la question de la faim. Bien sûr, on pourrait dire, alors là, Félix Piat se fait des idées sur ce qui était dit en 1789 par un certain nombre de représentants politiques, par un certain nombre d'idéologues. Mais ce qui est certain, c'est qu'en termes de force mobilisatrice, la Révolution française, qu'on la connaisse ou pas, je voulais parler de ça, mais je fais le choix de pas en parler ce soir, pour la discussion encore une fois. Qu'est-ce que les gens connaissent de la Révolution française? Est-ce qu'ils savent bien quand est-ce que Robespierre a été renversé, les batailles Girondins, Montagnard, la déclaration? Non, les gens ne connaissent pas forcément. Et ce qui est certain, et là c'est un des rares endroits où dans des Outre-mer de Louis-Napoléon Bonaparte, Marx rend hommage vraiment à toute la Révolution française, c'est qu'il dit que c'est une force mobilisatrice, c'est une tradition qui a porté les masses, qui les met en mouvement pendant tout le XIXe siècle, quel que soit leur niveau de connaissance, quoi qu'ils en pensent. Et c'est ça qui, malgré tout, fonde une forme d'exceptionnalité à la Révolution française, qui est aussi admirée à l'étranger. Et il n'y aura pas d'autre révolution avant la Révolution bolchevique qui aura cette spécificité. Et ce n'est pas pour dire que la Révolution française est extraordinaire, meilleure que toutes les autres, c'est qu'elle a eu une fonction de, comment dirais-je, spécifique, qui a fait que la transmission de son souvenir, de sa mémoire politique, a déterminé pour beaucoup les idéologies du XIXe siècle en France et en Allemagne et dans d'autres pays. Et ne serait-ce que pour cela, il vaut la peine, encore une fois, de s'y plonger. Merci de votre attention.